Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One expérience client de Biarritz. Nous sommes le 3 mai, au sommaire cette semaine, 5 articles. JO de Paris 2024, comment les acteurs de la livraison se préparent aux contraintes, à lire sur le JDN. Decathlon rejoint Zalando, H&M et Zara parmi les leaders de l'e-commerce transfrontalier en Europe, à lire sur Fashion Network. Alinéa 2024 est une énorme année d'investissement avec 19 nouveaux magasins, à lire sur République Retail. Quick Commerce Getir quitte l'Europe et les États-Unis, 6000 emplois concernés, à lire sur Usine Digitale. Et enfin, Vinted devient bénéficiaire pour la première fois en 2023, à lire sur Forbes. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Cette semaine, je vous invite également à découvrir l'épisode 192 dans lequel je reçois Jean-Baptiste Richard, cofondateur et président de Maison Labiche. Vous découvrirez comment cette marque de vêtements s'est développée pour finir par être vendue dans le monde entier après 10 ans d'existence. D'ici là, je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. JO Paris 2024, comment les acteurs de la livraison se préparent aux contraintes, à lire sur le JDN en date du 2 mai. Alors que les JO s'installeront à Paris cet été, l'interprofessionnel et les entreprises de la logistique du dernier kilomètre s'organisent pour assurer la livraison des colis. Si l'impact des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, qui réuniront plus de 15 millions de visiteurs cet été, est difficile à prévoir, le nombre de livraisons en Île-de-France devrait être multiplié par 1,7 à 2,2 selon l'EELV Mobilité. À moins de 100 jours de l'événement sportif, les logisticiens s'organisent pour relever le défi d'une hausse des flux dans un Paris jonché de zones de restriction, de touristes et de voies réservées. Des outils technologiques communs afin de garantir le maintien des livraisons du quotidien en Île-de-France. Le Grand Paris et les associations interprofessionnelles de la logistique ont créé l'UJOP. Depuis le 26 avril, l'organisation, accompagnée de Logistique Low Carbon, a mis à disposition des professionnels 4 outils sur la plateforme jobtimize.green. Visualise une carte interactive pour planifier les livraisons en identifiant toutes les restrictions et les lieux d'intérêt, explique Jérôme Douy, directeur délégué chez Union TFL, membre fondateur de l'UJOP. Sont identifiés les périmètres sécurisés, les points d'entrée pour les livreurs en zone rouge, les stations-service, les aires de livraison. Les données sont téléchargeables et peuvent être implémentées au logiciel TMS des entreprises, poursuit-il. Itinérise, bientôt disponible, un calculateur du meilleur itinéraire en cours de construction. Il devrait être disponible fin mai, précise Jérôme Duy. Circlise, un générateur de QR code pour les livreurs en zone bleue. Cet outil facultatif est parallèle au dispositif obligatoire Pass Job de la préfecture. Les QR codes sont obligatoires pour les livreurs dans les périmètres rouges, mais dans les zones bleues, seul un justificatif est demandé lors des contrôles aléatoires, rappelle le directeur délégué chez Union TFL. Pour ces contrôles en zone bleue, nous proposons des QR codes pour une lecture facilitée des justificatifs. Numérise, bientôt disponible, une application de réservation d'aires de livraison. Sur les sites très encombrés, la ville de Paris ajoute 50 aires de livraison, mais le stationnement restera tendu et doit être anticipé, estime Jérôme Duy. Au-delà de ces outils, l'UJOP alerte les pouvoirs publics sur les enjeux de la livraison. Dans certaines zones rouges, interdites aux véhicules motorisés 2 heures avant et après les épreuves, les livraisons ne sont pratiquement
autorisé que la nuit. Nous avons donc invité la préfecture à identifier dans la journée des créneaux de livraison supplémentaires et elle s'est engagée à travailler sur le sujet, illustre le directeur délégué de l'Union TFL. Initiative particulière, si les démarches de l'interprofessionnel sont nombreuses, les entreprises du dernier kilomètre s'organisent aussi en interne. La livraison en point relais est une facilité pour cette période chargée, selon Patrick Juriot, coordinateur de la mission JO chez DHL. Relais Colis souhaite réorganiser d'ailleurs son maillage de points pour qu'il soit aussi dense qu'en temps habituel. Nous nous organisons avec nos partenaires pour anticiper de potentiels recrutements de points relais, explique Christophe Cornillo, CEO de Walden Express International. La société qui espère une mise en avant de la livraison en point relais comme une alternative à la livraison à domicile anticipe des volumes de colis au moins aussi importants qu'en temps normal. Les livreurs à vélo sont essentiels pour les livraisons en périmètre rouge. DHL, tout comme Amazon ou Walden Express International, prévoit donc d'augmenter sa flotte de vélos cargo pour livrer ces zones. Selon un porte-parole, Amazon s'engage à livrer 2 colis sur 3 à Paris grâce à des vannes électriques, des vélos cargo ou des livreurs à pied. De son côté, DHL Express prévoit des livraisons hybrides. Nous nous préparons dans certains cas à envoyer 2 coursiers dans un van, confie Patrick Juriot. L'un essaiera de se rapprocher au maximum de la destination et l'autre ira à pied avec son sac à dos si le van est bloqué à l'entrée d'un périmètre de sécurité. Pour accompagner leurs livreurs, les spécialistes du dernier kilomètre améliorent également leur outil tech. Si certains, comme Uber, prévoient simplement de relayer toutes les informations relatives au JO sur leur application pro, d'autres, à l'instar de DHL, vont adapter les scanners des coursiers pour ajouter une fonctionnalité de message et d'alerte pour prévenir des imprévus, détaille le coordinateur de la mission JO. La société de livraison d'objets volumineux Trust va même plus loin. Nous avons développé un outil pour déterminer si oui ou non une adresse sera livrable sur un jour et une heure donnée, détaille Sarah Guimez-Fauvti, directrice des opérations de la société de livraison pour Ikea, Leroy Merlin ou Castorama. Dans le cas où ce sont ces enseignes qui sont chargées de la réservation d'un créneau et que l'adresse n'est pas livrable, nous proposerons des dates alternatives. Zone d'incertitude. L'anticipation est le mot d'ordre, mais certaines perturbations sont inévitables. Il est évident qu'il y a des jours où il sera quasiment impossible de livrer dans Paris, comme le jour de la cérémonie d'ouverture ou pendant le marathon olympique, illustre Sarah Guiminez-Fauvti, un constat partagé par Christophe Cornillo. Il sera particulièrement compliqué de livrer dans Paris sur 4 jours en tout, donc nous anticipons de ne pas pouvoir nous déplacer à ces dates-là. Le deuxième point de vigilance concerne les axes autoroutiers vers Paris, où nous avons peu d'informations, confie le CEO de Walden Express International. Pour prévenir de possibles détournements de trajet ou empêchements, Trust prévoit de renforcer ses équipes service client pendant l'été. Decathlon rejoint Zalando, H&M et Zara parmi les leaders de l'e-commerce transfrontalier en Europe, à lire sur Fashion Network en date du 2 mai. Le classement européen des plus gros sites B2C d'e-commerce transfrontalier place désormais l'allemand Zalando et le suédois H&M en 2e et 3e position, derrière Ikea. Auteur du classement, Cross Border e-commerce EU cite en outre Zara, Decathlon et Adidas dans son top 10. Par rapport au classement établi pour l'année 2022, le groupe espagnol Inditex s'est hissé d'une place en 2023, installant Zara au 5e rang derrière Lego. L'une des surprises du classement est l'entrée du français Decathlon au top. L'enseigne de sport du groupe Muliez Auchan prend la 8e place derrière Lidl. L'équipementier allemand Adidas progresse également. La marque arrivait 10e au précédent classement.
Elle progresse désormais d'une place pour occuper le 9e rang, ravissant la place à l'enseigne tchèque dédiée aux soins de la personne, Notino. Sur les 237,1 milliards d'euros générés l'an passé par l'e-commerce transfrontalier en Europe, plus 12%, quelques 55% l'ont été par des sites européens. Les 500 plus gros sites du domaine capteraient à eux seuls 47% de ce marché, soit environ 50 milliards d'euros. L'Allemagne reste le premier marché européen pour l'e-commerce transfrontalier, avec 43 milliards d'euros, devant le Royaume-Uni avec 28. Arrive ensuite la France avec 32, l'Espagne 18 et les Pays-Bas avec 7 milliards. Alinéa 2024 est une énorme année d'investissement avec 19 nouveaux magasins à lire sur République Retail en date du 2 mai. Alinéa fête ses 35 ans et revient de loin après une liquidation judiciaire en 2020. Depuis, l'enseigne de meubles et décorations opère une totale transformation avec un retour à l'essence de la marque. Dirigée par Audrey Goutil, Alinéa accélère son développement avec le rachat des magasins Zodio pour atteindre une taille économique viable. Entretien. Quel bilan faites-vous en 2023 ? L'année écoulée a été bonne pour Alinéa, au-dessus du marché jusqu'à la fin de l'été, puis un dernier trimestre plus compliqué avec un retournement sur le marché du meuble. Nous avons continué d'éprouver notre modèle économique avec des ouvertures de magasins en franchise. Nous avons aussi finalisé notre modèle de développement en propre avec le rachat de Zodio à ADO qui entre au capital à 20%. Alinéa a généré un chiffre d'affaires de 183 millions d'euros en 2023. Et ces premiers mois de 2024. En mars, nous sommes repassés pour la première fois au-dessus du marché depuis le début de l'année, alors que nous étions au niveau ou juste en dessous en janvier et février. En avril, nous enregistrons les retombées de notre opération commerciale. Quand pensez-vous renouer avec la rentabilité ? En 2024 est une énorme année d'investissement où nous transformons 19 points de vente enseignement Zodio en magasin Alinéa. Nous avons démarré avec celui de Rosny-sous-Bois le 5 avril et nous inaugurons le dernier en décembre. Ce n'est qu'à partir de 2025 que ces nouveaux points de vente apporteront chacun un an de chiffre d'affaires supplémentaire. Le retour à la rentabilité est attendu entre 2025 et 2026. Aujourd'hui, nous devons atteindre une taille critique en chiffre d'affaires et en magasin. L'objectif est de doubler notre CA avec Zodio à 350 millions d'euros en 2025-26, sans toucher à nos gros coûts fixes, frais de siège, publicité et logistique. Nous avons déjà ouvert 4 points de vente. À la fin des ouvertures, nous serons de nouveau présents dans le nord de la France, à Villeneuve-d'Ascq. Nous aurons également redensifié notre présence en Île-de-France, mais aussi dans le centre. Nous aurons complété la façade atlantique avec Bayonne et La Rochelle, mais aussi dans l'Est. Et continuer de mailler la région PACA, Toulon, Cabriès et le déménagement d'Avignon. Au total, nous recensons 35 magasins fin 2024 avec 8 franchisés. Comment se passe la transformation d'un magasin Zodio en Alinéa ? Il y a à la fois une transformation physique du magasin, mais aussi humaine des équipes. Si on prend l'exemple de Rosny, les équipes vont faire du remodeling du magasin en 6 semaines, avec des travaux uniquement nécessaires et qui apportent du chiffre d'affaires complémentaire. À travers notre démarche RSE, nous n'avons pas voulu dépenser dans des éléments inutiles. Par exemple, nous avons réutilisé toutes les gondoles grande hauteur de Zodio que nous avons repeintes pour qu'elles soient revalorisées. Nous n'avons pas refait les sols, sauf quand ils étaient dans un état déplorable. On s'est contenté de compléter l'éclairage pour valoriser les produits, mais en partant de l'existant
nous avons vraiment refait le parcours client avec ce regard RSE. Pendant cette période, les équipes viennent durant 2 semaines à notre siège du côté d'Aubagne pour 2-3 jours afin d'empiéter le moins possible sur leur vie privée. Toutes les équipes du siège se présentent aux nouveaux collaborateurs en leur expliquant notre histoire, le projet de rapprochement avec Zodio, mais aussi en évoquant les moments douloureux d'Alinea comme sa liquidation judiciaire. Nous leur parlons de notre stratégie et comment nous l'adaptons à ces nouveaux magasins légèrement différents des nôtres, puisqu'il n'y a pas de réserve, par exemple. Ils sont aussi plus petits, autour de 3000 m², avec moins de personnes, 35 en moyenne. Ensuite, dans les 4 semaines restantes, les nouveaux collaborateurs vont durant 12 jours, positionnés à la carte pour tenir compte de leurs contraintes professionnelles, vivre la vie d'un magasin Alinea. Sur les autres jours, ils sont en télétravail avec des formations en e-learning. Quand ils reviennent au bout de 6 semaines, ils travaillent alors avec les équipes merchandising à remonter le magasin avec toute l'offre d'Alinea. C'est aussi l'occasion d'entendre tout le storytelling des produits, d'apprendre une nouvelle fois leur provenance. 65% de nos produits aujourd'hui sont made in France, made in Europe, made in bassin méditerranéen. Quels sont les éléments du concept de Zodio que vous avez conservé ? Les ateliers culinaires et créatifs, le coin de personnalisation pour apporter de l'expérience en magasin et donner une raison de plus de s'y rendre. Pour faire vivre ces ateliers, nous avons renforcé les rayons épicerie culinaire et de décoration pour faire écho à la partie do-it-yourself qu'ils auront l'occasion de tester dans l'atelier créatif. Quel est aujourd'hui le format idéal des magasins Alinea ? C'est le format Zodio, autour de 2750 m². Nous en comptons 16 sur 19 dans cette superficie. Nous sommes sur une taille de magasin de proximité où le client a plaisir à y retourner, prendre de l'inspiration et acheter régulièrement sa petite décoration, même s'il n'y a pas d'intention d'achat de meubles. Jusqu'à présent, nous étions plutôt en magasin de destination meubles. Avec ce format, la décoration ressort plus fortement. Pourquoi ce choix de mettre plus en avant la décoration alors que le marché est en décroissance ? La décoration permet dans un contexte difficile et inflationniste de modifier son intérieur sans pour autant changer son canapé, sa table ou son lit. Des achats de plus grande valeur. Chez Alinea, on peut trouver un coussin tissé au Portugal à 10 € et se faire plaisir avec des petits prix. Nous souhaitons être sur un mix meubles-décoration plus équilibré. Nous visons un chiffre d'affaires de 55% dans les meubles et 45% pour la décoration. Dans la décoration, il n'y a pas la partie livraison que vous avez dans le meuble, un point important pour nous. Sur les premiers jours d'ouverture de nos nouveaux points de vente, la décoration démarre très fort. Dans les magasins Zodio, les magasins n'ont pas de réserve. Le client repart avec 100% de sa décoration disponible sur la surface de vente. Tout ce qui est petit meuble et qui peut s'emporter, le stock est disponible. Pour le gros meublant, il se fait livrer soit à domicile ou en point relais depuis son magasin. Il peut choisir une livraison en point relais. Et pour les petits meubles intermédiaires qui rentreraient dans le coffre d'une voiture, on les fait venir à la commande en magasin, mais pas le jour de son achat. On mutualise tous nos stocks en entrepôt. Et concernant le nombre de références dans vos points de vente, nous ciblons les 12 000 références. Nous disposons de 3 formats. S, nos petits magasins de 2000 m², ceux de nos franchisés, M à 4600 m² et L, les grands magasins de 6000 m². Les anciens magasins Zodio disposent environ de 5000 références. Qu'en est-il du segment cuisine que vous avez redéveloppé ? Il est développé dans l'ensemble de nos magasins historiques et nous avons fait le choix de le déployer dans 3 magasins Zodio transformés, là où il y avait le plus de potentiel. Notre positionnement sur la cuisine est d'être un acteur qui meuble toute la maison, une pièce qui s'inscrit dans la maison et vendre aussi bien les luminaires qui vont avec que les tables et chaises qui vont compléter. Un point de différenciation qu'on souhaite marquer. Le prix moyen d'une cuisine est de 7 000 €. Nous sommes au-dessus du marché. Cela correspond à notre positionnement.
dans cette catégorie avec une cuisine systématiquement posée, des caissons déjà montés en usine, etc. Où en êtes-vous dans votre positionnement prix? Nous sommes sur un premium accessible avec un excellent rapport qualité-prix. Nous ne sommes pas sur l'entrée de gamme, mais les produits durables qui peuvent avoir plusieurs vies et se revendre. Nous avons toute une gamme de produits estampillés sélection engagée, des produits basiques, intemporels, au prix juste, fabriqués de manière responsable, c'est-à-dire en France, en Europe ou en bassin méditerranéen. Ils ne sont promotionnés à aucun moment de l'année. Et qu'en est-il de l'e-commerce ? Le poids des ventes en ligne est de 23% dans notre chiffre d'affaires. La moitié se fait en click and collect. Nous sommes vraiment sur un parcours très maillé et Internet seul ne suffit pas chez nous. Comment vous avez fortement développé la partie RSE. Pouvez-vous nous détailler vos engagements? Nous avons un positionnement RSE très fort, officialisé avec le pacte Marius en novembre dernier. Notre outil de mesure permet de valoriser la production française et européenne. J'ai mis en place un nouvel indicateur en interne, la marge nette revisitée. Si vous vous contentez de regarder un produit sur son prix d'achat, 99 fois sur 100, vous allez le trouver moins cher s'il est fabriqué en Chine qu'en France ou en Europe. Mais il faut prendre en compte la totalité de la chaîne de valeur. Quand on achète à l'autre bout du monde, on investit forcément dans des containers pleins et donc très souvent plus que notre besoin initial. Avec cet indicateur, on a vu certains de nos rayons de décoration perdre jusqu'à 16 points de marge. Aujourd'hui, la rémunération variable de nos chefs de produits porte uniquement sur la marge nette révisée. Il vaut mieux parfois acheter un produit de quelques centimes ou euros plus cher en juste quantité plutôt que de devoir stocker et garder des produits 6 mois dans un entrepôt, un coût non négligeable. Nous avons encore des articles provenant d'Asie comme nos luminaires conçus au Vietnam, mais on essaye d'aller chercher un savoir-faire local des matières où lorsque la production et l'industrialisation française ne suivent pas encore. Le tissu industriel ne pourra durablement s'établir que s'il y a une production française permanente. Et concernant la seconde main, nous avons des corners dédiés dans tous nos grands magasins, mais ce n'est pas le réflexe de nos clients qui est plutôt d'aller sur des sites spécialisés et de vendre depuis leur domicile. Cela est plus simple et pratique pour eux. Nous préférons travailler la durabilité de nos produits. Alinéa est ainsi beaucoup demandé sur Le Bon Coin, par exemple. En mai, nous lançons une opération commerciale où nous offrons la possibilité à nos clients d'apporter leurs articles en art de la table, linge de lit, etc. En les reprenant au kilo. Nous leur donnerons en échange un bon d'achat et nous chargerons de les réinjecter auprès des associations ou ressourceries locales. Vous fêtez cette année vos 35 ans, quel dispositif allez-vous mettre en place ? Pour célébrer nos 35 ans et nos 35 magasins, nous sortons une collection produite avec des artisans. C'est important de montrer à quel point Alinéa se positionne sur ses savoir-faire et patrimoine. Nous le faisons déjà à travers nos comptoirs depuis la fin du confinement, des espaces qu'on alloue à des artisans qui concourent pour être exposés 2 fois par an. Un point différenciant sur lequel d'ailleurs on n'a jamais été copié. Personne ne se sent assez fou pour laisser des mètres carrés gratuitement à d'autres acteurs. Cela nous permet aussi de déceler de potentiels futurs pépites et fournisseurs. Quick Commerce, Getir quitte l'Europe et les États-Unis, 6000 emplois concernés, à lire sur l'usine digitale en date du 30 avril. La plateforme de livraison de courses à domicile Getir a annoncé qu'elle se retirait de plusieurs pays européens et des États-Unis pour se concentrer sur la Turquie, où elle a son siège social, une étape de plus dans la crise de la livraison rapide de courses qui pâtit de l'inflation et d'une concurrence féroce. Triste jour pour Getir, écrit sur X le fondateur de la société turque de livraison rapide, Getir, Nazim Salur. La plateforme a annoncé le 29 avril qu'elle quittait le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et les États-Unis, où elle réalise 7% de son chiffre d'affaires et emploie 6000 personnes pour se concentrer sur la Turquie.
La Turquie est le principal marché de la firme, où elle perçoit le plus grand potentiel de croissance durable à long terme. 9 mois après sa liquidation en France. Avec le retrait de ces différents marchés, Getir met définitivement fin à l'âge d'or du quick commerce. Fondée à Istanbul en 2015, la firme avait obtenu un soutien important de différents investisseurs comme les capital risqueurs américains Sequoia Capital et Silver Lake. Entre 2017 et 2023, elle a levé plus de 2,3 milliards de dollars. La croissance de Getir avait connu une forte hausse lors de la pandémie de Covid-19, portée par l'explosion de la demande de courses à domicile. La société turque avait alors multiplié les acquisitions. En décembre 2022, elle avait racheté l'allemand Gorillaz, qui accumulait les pertes et peinait à trouver de nouveaux investisseurs. La plateforme avait aussi réalisé en novembre 2023 l'acquisition de Fresh Direct, société de livraison couvrant la métropole de New York. En France, la start-up Frishti avait été rachetée par Getir en janvier 2022, avant d'être placée en redressement judiciaire et d'être reprise par La Belle Vie. Mais l'année dernière, l'entreprise ne parvenait plus à générer suffisamment de revenus et avait mis fin à ses activités en France, en Italie, en Espagne et au Portugal. Le groupe avait aussi annoncé la suppression de près de 2500 emplois dans les 5 pays où il exerçait encore son activité et annulé la majorité de ses projets d'ouverture de nouveaux pays. En septembre, Getir avait levé 500 millions de dollars mais avait vu sa valorisation passer de 11,8 milliards à 2,5 milliards de dollars. Le secteur du quick commerce en difficulté. Les acteurs du secteur de la livraison rapide de courses sont lourdement touchés par l'inflation, une forte concurrence et un durcissement de la réglementation. Dernier exemple en date, la plateforme allemande Flink, après avoir racheté en 2022 la start-up tricolore Cajoo, elle a été liquidée en France le 19 avril, laissant plus de 200 salariés sur le carreau. Getir a toutefois annoncé avoir obtenu de nouveaux financements auprès de Mubadala et G-Squared, des sociétés d'investissement émiraties et américaines. Elle souhaite utiliser ces nouveaux fonds pour renforcer sa position concurrentielle dans ses activités en Turquie. Vinted devient bénéficiaire pour la première fois en 2023, à lire sur Forbes en date du 30 avril. La plateforme lituanienne de vente d'articles de seconde main est devenue pour la première fois de son histoire bénéficiaire en 2023. La plateforme de seconde main Vinted, créée en 2008, est donc devenue bénéficiaire pour la première fois en 2023 avec un bénéfice net d'environ 18 millions d'euros, a annoncé l'entreprise. Lundi 29 avril dans un communiqué. L'an dernier, le chiffre d'affaires du site lituanien a atteint 596,3 millions d'euros, ce qui représente plus de 61% de hausse sur un an pour un bénéfice net de 17,8 millions d'euros. Vinted a dopé sa croissance sur plusieurs vecteurs, notamment avec la croissance continue de sa pénétration sur les marchés existants, son expansion géographique au Danemark, en Finlande et en Roumanie, ainsi que son expansion dans le monde du luxe. En signe de succès de la plateforme, le nombre d'employés a augmenté d'un tiers l'an dernier pour atteindre 1743 personnes, dont la majorité résident en Lituanie. Pour 2024, l'entreprise souhaite faire progresser la vente de produits de luxe sur son application et a d'ores et déjà mis à disposition de ses utilisateurs de nouvelles fonctionnalités pour authentifier les produits pour plus de sécurité. Vinted explique également vouloir étendre ses services de livraison Vinted Go à travers l'Europe. Pour l'heure, la France représente son principal marché en nombre de clients et d'utilisateurs. La plateforme a ainsi placé 1500 casiers sur l'ensemble du territoire nécessaires au retrait des commandes. Au 4e trimestre 2023, Vinted a obtenu une facilité de crédit renouvelable de 50 millions d'euros auprès de BNP Paribas et ING Bank pour de futures opportunités d'investissement ou d'expansion, explique le communiqué. Au cours de l'année 2023, notre plateforme a connu une très belle performance. Nous avons accéléré le développement des services de livraison avec Vitengo et avons franchi des étapes majeures dans le domaine du paiement en ligne. C'est félicité
Thomas Plantanga, directeur général de Vinted. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.